Sunday Night Production. Pogacar en mission sur le Tour de France. C'est parti pour Full Gaz, le podcast des vrais gaziers. Full Gaz, plongé dans l'actualité du cyclisme professionnel avec la tête dans le guidon. Salut les amis, resserrez vos chaussures, rentrez les épaules et gardez la tête dans le guidon. Bienvenue dans le podcast Full Gaz présenté par LTDG depuis Gruissant. Et oui les amis, deuxième journée de repos et on va rentrer dans la troisième semaine, la dernière semaine du Tour de France. Et on est très très chaud, nous on a plein de choses à vous raconter sur tout ce qu'on a vécu sur ce Tour de France, aussi sur tous les résultats et les performances sportives qu'il y a eu. Parce qu'il y a des performances sportives sur lesquelles il faut qu'on parle. Ouais, carrément. Et puis aussi, il y a pas mal d'ambiance dans le public. On allait pas mal dans le public cette semaine. On a vécu beaucoup de beaux moments de partage entre public et coureurs. Et ça aussi, on a très envie de vous en parler, de vous le partager dans le podcast. Du coup, comme d'habitude, on continue notre série sur le Tour de France, ou alors on va faire des podcasts, on va cibler full Tour de France, notre expérience du terrain et ce qu'on voit un peu sur les paddocks, notamment avec au lendemain de la prestation XXL de Pogacar. Je pense qu'il faut qu'on en reparle et qu'on reparle de ce qui s'est passé sur ce Tour de France. Grégoire, cette semaine a commencé du coup mardi dernier avec une étape de sprint entre Orléans et Saint-Amand-de-Montrond. Et on a vu Philipsen s'imposer devant Girmay et Ackermann. J'ai envie de te dire, enfin Philipsen s'est imposé avec un gros travail de Van Der Poel. Ouais, c'est ça en fait, c'est un peu pour moi plus que la victoire de Philipsen, c'est la seule étape, même jusqu'à maintenant, où Van Der Poel aura été au niveau, j'ai l'impression. Il a fait un énorme travail et voilà, ça permet à Philipsen de s'imposer. Mais bon, on verra sur les prochaines étapes que bon, ça n'a pas trop changé au classement du maillot vert, puisque Binyam Girmay a plus conforté son maillot vert que Philipsen s'en est rapproché cette semaine. Ouais, bon, en tout cas, belle victoire à Saint-Amand-Montrond, pas trop de choses à dire sur cette étape. Un peu déçu du public, étape très très chiante ou toute plate. Et par contre, juste on était sur la ligne d'arrivée et quand nous on était vraiment posé avec Van Der Poel sur l'herbe quand il a gagné. Et c'était impressionnant, il est allé au bout de lui-même, lui le poisson pilote de Philipsen. Il s'est mis vraiment carpette pour son leader et il y avait vraiment une sensation de soulagement dans l'équipe Alpecin. Ouais, je pense que ça y est, ils ont gagné. Hein. En vrai, ils font une saison de malade. Hein. Et ils n'ont pas gagné sur le Giro, maintenant ils viennent gagner sur le Tour de France. Bah, peu importe ce qui se passe à la fin, ils auront leur victoire sur le Tour. Donc maintenant, ils sont un peu soulagés. Ils n'auront pas le maillot vert normalement cette année. Mais ils vont gagner d'ailleurs sur le Tour de France. Vous allez voir l'étape Agen-Pau. Stage 11, Grégoire, c'était évolué par le Lorient. Une étape dans le Cantal qui payait pas de mine, mais qui est en fait très 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 dure. Et il y a deux choses qui se sont passées sur cette course. C'était Romain Bardet à la maison pour son dernier Tour de France. On était dans le virage Bardet, on va vous en parler. Mais d'abord, sur le point de vue sportif, Grégoire, on a commencé à voir Pogacar et Vingegaard au-dessus de tout le monde. Bah, c'est la première vraie étape où les deux vont vraiment sortir du lot comme ça, j'ai l'impression. Oui, parce que dans le Galibier, en fait, il y avait Remco qui il était un peu derrière Vingegaard. Et honnêtement, quand j'ai vu la victoire de Vingegaard sur cette étape, je me suis dit, vu la difficulté du parcours, et déjà, big up à la région du Cantal, c'était vraiment l'une des plus belles étapes. Vraiment, on était dans le Puy-Marie, c'était vraiment magnifique. Mais ouais, victoire de Vingegaard au sprint, moi j'étais vachement surpris. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, peut-être que Vingegaard, il a tout calibré pour la troisième semaine et c'est peut-être à lui finalement que va revenir le Tour de France. Mais tu n'as pas parlé de l'étape, en fait. Ce qui s'est passé dans l'étape, c'est que dans le Puy-Marie, donc t'as Pogacar qui attaque, qui lâche Vingegaard et Vingegaard revient après sur le plat et sur la descente. Et ils sont à 2 et l'étape se termine au sprint à 2. Et là, on se dit, bon, au sprint à 2, c'est pour Pogacar. Et là, Pogacar, il craque et c'est Vingegaard qui gagne. Alors d'habitude, Pogacar est une meilleure pointe de vitesse que Vingegaard d'habitude. Ouais, surprenant, en vrai surprenant, mais bon. Nous, on était dans le virage Bardet sur cette étape et c'était vraiment une ambiance de fou furieux. Et on était juste en dessous de l'endroit où attaquait Pogacar. Il y avait un tempo d'enfer. Les coureurs ont énormément souffert sur cette étape. Vraiment, il y avait des écarts de fou furieux. Ça n'a pas débranché en fait du début à la fin. Comme toutes les étapes de montagne sur ce Tour de France, on y reviendra. Ça laisse pas partir les échappées. Du coup, forcément, ça débranche pas. Et franchement, par contre, dans le virage Bardet, on a vécu un truc d'exceptionnel. Quoi. Ouais, tu fais une belle base là. Nous, on était vraiment dans le virage Bardet. Donc, au-delà de voir la tête de Pogacar, on a vu le passage de Romain à la maison sur son dernier Tour de France. Rappelons qu'il a porté le maillot jaune sur la première étape à Rimini et franchement c'était fantastique. Il y avait des milliers de personnes qui étaient rassemblées sur le dernier kilomètre du col. Il y avait 3 rangées de personnes et une ambiance de malade. Gros big up à Louis et Emma qui ont organisé ça. Nous on a fait comme on a pu pour amener de la com, pour faire de la com à ça. Il y avait énormément de monde et ça a fait vraiment plaisir de voir autant d'engouement autour de Romain Bardet qui est très discret mais qui mérite ça. Et d'ailleurs nous on a eu l'occasion d'aller lui parler le lendemain pour lui demander ce qu'il avait pensé de ce virage et tout, et en vrai il nous a juste dit merci les gars. C'est ça, en vrai c'était un kiff. Je pense qu'il ne s'attendait pas à qu'il y ait autant de monde, personne ne s'attendait à qu'il y ait autant de monde, il y avait quand même pas mal de monde. La route était toute taguée au nom de Bardet sur le dernier 1,5 km, ouais, même.
du monde, ça a chanté toute la journée. Nous, on y était à 11h. Il y a des mecs qui ont dormi, qui ont campé, alors qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'endroits pour camper parce que c'était une base naturelle, une réserve naturelle. Énormément de chants, une grosse ambiance. Romain Bardet qui prend le temps de passer, de saluer le public. Le lendemain, j'ai fait l'interview, j'étais proche de lui et Romain Bardet, il a du mal à faire passer des émotions, mais là, je le sentais vraiment très ému de ce qui s'était passé et je suis tellement fier d'avoir participé à ça et trop heureux pour Romain aussi. Et Romain l'a bien rendu public, il est venu taper les mains, il a célébré, il a vraiment joué le jeu. Et franchement magnifique, trop heureux pour ce coureur qui mérite. Ça a été c'est le meilleur grimpeur français de la décennie. 2 fois podium sur le Tour de France, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième du championnat du monde. Vraiment, il mérite et c'est vraiment cool de voir autant d'engouement pour ce coureur. Et c'est un remerciement. Romain, tu nous as fait vibrer pendant 11 ans sur 11 Tours de France. Et on te l'a rendu mardi dernier. Au maximum, on a vraiment fait ce qu'on s'est pu. Il a annoncé sa retraite juste avant le Tour de France. Louis et Emma, justement, les organisateurs, ils ont pris le truc un peu au dernier moment. Ils ont 16-17 ans, c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire à leur âge, à ramener autant de gens. Nous, on a pris le sujet 2-3 jours avant en faisant de la com, en disant qu'on allait être là et tout. Et au final, il y avait énormément de monde. Je suis content d'avoir apporté ma pierre à cet édifice. Et voilà, ouais, beaucoup d'émotions sur ce jour-là. D'ailleurs, Romain, il a dit à la presse qu'il voulait gagner sur le week-end pyrénéen, mais on y reviendra parce qu'il y a eu un gros combat pour le classement général. Grégoire, je te propose qu'on continue. Le lendemain, étape encore pour les sprinters entre Aurillac et Villeneuve sur l'eau. 0 sur l'autre, je crois, on dit. Zéro intérêt dans tous les cas. On aurait pu croire que c'était pour les échappés parce qu'on partait du Cantal et les routes elles sont hyper sinueuses. Le revêtement, c'est pas le meilleur. Ça monte, c'est jamais plat, ça monte, ça descend. Au final, il y avait 4 mecs à l'avant, il y avait 2 mecs de la Groupama FDJ et puis ça leur a laissé aucune chance et l'arrivée était dégueulasse à Villeneuve-sur-Lot. Arnaud Desmar déclassé, chute, abandon de Roglic. Franchement, c'était l'une des étapes que j'ai le plus détesté pour l'instant sur les routes du Tour de France. Ouais, une étape qui était. Je suis d'accord et tout. Et même en à côté de course, on n'en parle pas trop, mais c'était dur d'accès. On a fait peut-être 4 heures de route pour rejoindre l'arrivée. Et on arrive, on n'a pas pu beaucoup suivre la course, qu'il n'y avait pas de réseau. Et on arrive, on voit chute de Roglic, on le voit passer à la ligne en abandon. On est trop content, on voit Arnaud qui se classe 3ème, Arnaud déclassé pour une petite vague. Je pense que c'est vraiment sévère selon moi. Après oui, les commissaires ils sont intransigeants depuis le début du tour. Ils ont déclassé Jacobsen, ils ont déclassé Philipsen. En vrai, ils continuent sur leur lignée, c'est sévère, mais bon, s'ils ont été sévères avec tout le monde, alors c'est normal. Je suis d'accord, voilà. Mais à la fin, sur les sprints massifs, le meilleur de ce Tour de France, c'est Binyam Girmay, le maillot vert, qui vient s'imposer devant Van Aert et Ackermann. Voilà, Binyam Girmay qui conforte son maillot vert encore une fois, même si le lendemain sur Aginpo, une étape de sprint qui était beaucoup mouvementée, avec notamment des tentatives de bordure. C'était une étape de malade. Aginpo, c'était une étape de fou furieux, ça a pas débranché, il y a eu des bordures, t'as un groupe de 36 je crois qui sort, ensuite ça ressort, t'as encore des attaques à 10 km dans le final, je vois surtout Burgodeau, Laporte qui partent en puncher, finalement ça revient, et c'est un sprint un peu particulier, réduit, et Philipsen il est très fort, hein. Pour moi c'était forcément un Belge qui allait gagner une course comme ça, parce que ça s'est vraiment couru comme une classique, même Arnaud Delisle a essayé d'aller dans l'échappée. C'est ça, et puis c'est quand même un Belge qui a gagné, mais c'est surtout 2 Belges qui font 1 et 2. Philipsen qui gagne, du coup le sprinter de l'Alpecin, devant Wout van Aert qui fait encore 2ème, et Pascal Ackermann qui est souvent 3ème sur les sprints, il est souvent placé. Même si la vérité c'est qu'il y a beaucoup de sprinters déclassés sur ce Tour de France. Ouais, on sent que l'organisation est intransigeante. Pour te dire à quel point l'étape a été compliquée, Pogacar fait 9ème de cette étape. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment arrivé en groupe réduit. Donc à Pau, et le lendemain, on rentrait dans le week-end pyrénéen pour le 14 juillet avec une première étape qui arrivait à Saint-Lary-Soulan Pla d'Adé. Une étape de montagne qui passait par le Tourmalet. Nous, on vous expliquera. D'ailleurs, on était dans le Tourmalet parce que c'était l'étape qui passait chez Bruno Armirail, le coureur, le champion de France de chrono et le coureur de décathlon de la mondiale. Et sur cette étape, on a retrouvé les mêmes 3 hommes qui semblent se disputer le podium et qui vont terminer vraisemblablement sur le podium. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, mais Grégoire, c'est surtout c'est sur cette étape que Pogacar a montré qu'il était plus fort que Vingegaard. Ouais, de toute façon, c'est sur les 2 étapes où il l'a vraiment écrasé, mais je suis un peu partagé parce que à la fois les Pyrénées, moi j'adore, gros coup de cœur sur les Pyrénées, le public, tout le public basque, il y avait tellement de Basques et d'Espagnols sur le bord de la route aussi, ça vraiment gros coup de cœur. L'aventure que nous personnellement on a vécue au sommet du Tourmalet, je l'oublierai jamais. On allait faire la fan zone pour Bruno Armirail, lui qui est né à Bagnères de Bigorre, au pied du Tourmalet, pardon. B2B, B2B et B2B je crois ils disent. Ouais. Et non, beaucoup de choses à dire là-dessus. Par contre, d'un point de vue sportif, moi franchement là ça commence à me saouler, genre que les leaders ils laissent rien aux échappés, les échappés ça va jamais au bout.
Ouais, il y avait une belle échappée ce jour-là. Il y avait Lascano, David Gaudu, Bruno Armirail, C'est Ben Ili qui est repris en dernier. Ben Ili. On en oublie. Ouais, on en oublie souvent une superbe échappée. Et voilà, Pogacar, Vingegaard qui voulait gagner cette étape. Pogacar qui attaque dans la dernière montée au plat d'Adé et qui distance Vingegaard, qui augmente son avance à plus de 2 minutes. C'était du tableau noir pour la UAE parce que ils ont envoyé Yates à l'avant et puis Pogacar a attaqué, a récupéré Yates. Yates a pris son relais, puis Pogacar a continué. Il reprend 40 secondes, je crois 43 secondes avec les Ouais, manifs. super tactique d'équipe de la UE qui a justement envoyé. Mais vraiment j'en ai marre parce que autant sur les Tours de France en vrai je le trouve finalement un peu relou d'un point de vue sportif. Attends, finissons la dernière étape. Non mais même sans parler de ça, genre en vrai il y a eu beaucoup sprint, une putain d'étape échappée avec Turgis. Le début de Tour de France est incroyable. Les deux premières étapes échappées. L'Italie par contre c'était banger les courses, même Non, si niveau organisation c'était un peu compliqué, c'était banger les 2 premières courses. D'un point de vue sportif avec Coquelin et Bardet magnifique. Après, 3 magnifiques avec Anthony Turgis, mais après d'ailleurs sur les 3 échappés qui sont allés au bout, c'est 3 Français qui s'imposent. c'est beau ça, petite stat. Mais purée, en vrai, du coup, ça fait surtout sprint. Après, leader, c'est toujours Pogacar, Vingegaard. Et du coup, franchement, d'un point de vue sportif, limite, je m'ennuie devant le Tour de France. Non, mais ouais, peut-être Si, pas. tu sais ce qui va se passer. Non, Bien sûr, si. Grégoire, laisse-moi finir. Je suis d'accord avec toi, oui, mais non, dans le sens où, tu vois, typiquement un dimanche, c'est Visma qui roule, mais UAE, ils voulaient pas rouler, ils voulaient laisser partir l'échappée. Hein. Ils ont dit, nous, on le défend, et c'est la Visma qui essaie d'attaquer Pogacar, mais Pogacar, il est tellement On s'en facile. fout, je te dis, c'est les leaders, je t'ai pas parlé de Pogacar. Mais Vingegaard et Pogacar, c'est les deux. En vrai, il n'y a pas de place pour personne. Mais d'autre. laisse-moi parler. Et derrière, voilà, aussi, moi, je suis content de voir un Evenepoel. Il y a des choses à dire. Un Evenepoel qui est placé. Moi, j'attendais pas à ce niveau. Qui fait sur toutes les étapes de montagne, il fait 3ème. C'est le 3ème. D'accord. J'adore Evenepoel. Tu sais que moi, parmi les 3, limite, c'est mon préféré. Je kiffe ce mec parce que c'est un gars qui me fait vibrer, un gars qui a une histoire quand même assez singulière. Il vient du foot. Il vient du foot. Il s'est fait repérer parce qu'il a fait des tests de watts. C'était des trucs de fou furieux, un peu comme Mathilde Gros qui venait du basket et qui a fait des tests de watts et on n'y a pas trop cru. Enfin bref, le truc, c'est que il me fait pas vibrer sur ce Tour de France. Alors moi, j'adore ce mec, donc je suis trop content sur ce Tour de France. Mais qui il fait bander là, je veux dire, à tamponner, à courir au tempo, enfin au seuil tout le long. Non, mais je suis d'accord. Mais il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il fait face à 2 monstres, un Pogacar qui survole et d'ailleurs Pogacar il gagne encore le plateau de Bay et il gagne facilement, il reprend plus d'1 minute à Vingegaard et je pense qu'il assomme le Tour de France. Et nous on était du coup sur la ligne là-haut et ça tire la gueule quoi de voir Pogacar à ce niveau devant Vingegaard. C'est hallucinant quoi. Je sais pas ce que tu en penses, ce que tu as ressenti là-haut au plateau de Bay, parce que du coup on a un peu écourté l'étape 14, mais voilà, sur le lendemain une échappée, mais la Visma veut rouler pour que Vingegaard se venge de Pogacar entre guillemets et en fait Vingegaard attaque à 10 km du sommet et Pogacar contre et assomme Vingegaard quoi. J'ai un petit malaise, le même malaise que l'année dernière sur le chrono où Vingegaard prend 1 minute 30 ou 1 minute à Pogacar. C'est un peu le même malaise. Parce que là, franchement, tu vois les images. Quand Vingegaard attaque, Pogacar il prend la roue. Vingegaard fait un tempo de malade. Hein. Vingegaard est à bloc. Donc, tu as le vainqueur des 2 derniers Tours de France qui attaque et qui est à bloc devant pour essayer de faire péter Pogacar. Il n'y a plus que Pogacar dans la roue. Et Pogacar se lève, lâche les mains du guidon, enlève sa veste, enfin, se touche les trucs, se rafraîchit, mange un coup. Malaise. Vraiment malaise. Et à ce moment-là, même, j'ai regardé les assistants. On était derrière la ligne avec les assistants. Et à ce moment-là, les assistants, ils étaient là en mode, mais comment c'est possible? Et après, Pogacar est contre, comme si c'était un cadet Vingegaard. Et après, il ose dire en interview, ouais, quand Vingegaard a accéléré, je me sentais pas bien. Non, il a pas dit ça, il a dit j'étais à la limite. Oui, ça sent que je suis d'accord avec toi. Moi, le même malaise, surtout que quand on regarde les chiffres, Pogacar, il met 3 minutes 41 à Pantani dans la montée du plateau de Bay. C'est juste énorme. Et surtout, je crois que je suis allé voir Pantani, on sait très bien qu'il était dopé, hein, il s'est fait contrôler positif. Pantani, il l'a monté sur un chrono cette montée. Ouais, Donc sur un chrono, donc sur une étape, ce qu'il faut monter, c'est que Pogacar, Vingegaard, ils ont 120 km de montagne, parce que l'étape était super dure aujourd'hui, avec le col d'Agne et tout ça. 120 km de montagne, ils s'attaquent à 10 km du sommet, et ils mettent 3 minutes 41, enfin Pogacar met 3 minutes 41
à Pantani, hein, mais parlons-en de Vingegaard aussi, mais aussi 2 minutes 41 à Pantani, ça veut dire. Avec un pneumothorax, c'est 3 mois, genre. Avec un pneumothorax, c'est 3 mois, et Pantani il était en chrono, donc Pantani c'est-à-dire qu'il s'est mis à bloc de A à Z dans ce col. C'est gênant en vrai. En vrai, c'est gênant parce qu'on parle d'un mec qui a fait cette montée chrono. Le matos, on met de côté le matos évolué. Ok, le matos a évolué, tout ça, d'accord. Ça c'est un fait, bien sûr. Ça fait gagner du temps. Après, Pantani, on parle d'un mec qui a été suspendu pour dopage, qui a été exclu du Tour d'Italie en 99. On parle voilà, d'un tricheur. On parle vraiment la première. Et après, il n'y a pas de. Il n'y a pas de sous-entendu ou quoi, c'est juste, moi je suis un peu gêné, je trouve ça un peu gênant, un peu mal à l'aise. Tu parles avec Guillaume Marquelin à l'arrivée, t'entends ses interviews, il dit je sais pas si c'est moi qui suis devenu nul ou les autres qui sont vraiment très forts, mais il marche très très fort les deux. Et en plus, ils battent ce record après une étape de fou furieux où ça n'a pas débranché depuis le kilomètre zéro. C'est parti, on rappelle, Peyragudes, c'est parti en col, en boss. Ils ont contrôlé toute la journée la Visma et The Bike pour lancer Vingegaard dans la montée finale. Je me suis trompé, Pantani, je crois que c'était pas un chrono qu'il avait fait dans la Plateau de Bay, mais ça change rien à ce qui se passe, c'est quand même c'est un écart qui est énorme, ça change rien, mais ouais, je suis d'accord. Tous les records tombent. Sur l'étape du Lorient, Antoine, tu sais qu'ils ont battu le record de vitesse moyenne, donc ça a été l'étape la plus rapide pour une étape au-dessus des 4000 mètres de dénivelé positif, avec 42,5 de moyenne. C'est incroyable. Après, voilà, extraordinaire. Moi, j'ai joué l'avocat du diable aussi. C'est aussi l'évolution matérielle. On voit comment c'est poussé. Toi, Grégoire, on allait visiter des usines de matériel. Tout est poussé à son maximum aujourd'hui, alors que ça ne l'était pas avant. Les coureurs eux-mêmes sont optimisés dans la nutrition. Que ce soit sur le vélo, à côté du vélo, l'entraînement a évolué, et ça, c'est des choses qui sont aussi à prendre en compte, où je pense qu'aujourd'hui, le vélo est un sport tant sur la partie matérielle que humaine, qui est un sport qui est poussé à son maximum dans le développement physique et psychique. Oui, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait le débat, et tu vois, que moi, je sois gêné, que je ressente de la gêne, et que tu ressentes que ça te dérange, que ça commence un peu à parler. Moi, ça me dérange. Et aujourd'hui, je me mets à la place des gens qui découvrent le Tour de France ou qui regardent que le Tour de France. Ils arrivent, ils voient des mecs par tous les records de tous les mecs dopés des années 90. On leur parle d'évolution matérielle. Le mec, il est jamais monté sur un vélo de sa vie, donc il peut pas s'en rendre compte. Bah, j'ai pas envie de regarder le Tour de France. Et en vrai, je sais pas. Moi, d'un point de vue sportif, je suis moins hypé par ce Tour de France. En fait, j'aimerais bien au moins qu'ils fassent semblant d'en laisser aux autres, quoi. Et là, ce qui va être dérangeant, c'est que sur la dernière semaine, en fait, il y aura quasiment plus aucune étape pour les échappées ou pour les sprints. Tu auras le sprint, tu as un sprint à Nîmes, ensuite le lendemain, ça arrive à Super Dévoluy. Est-ce que Pogacar ça ressemble sur le papier une étape pour les échappées, mais est-ce que Pogacar et Vingegaard vont encore vouloir aller se gagner, jouer la gagne, ou Remco Evenepoel qui a pas encore gagné étape en ligne, qui a gagné qu'un chrono, va faire rouler pour ça, on sait pas. Et après, on retombe sur de nouveau un sprint, je crois, ou une étape encore pour les échappées jeudi, je sais plus. Mais après, après on retombe sur les étapes voilà, avec le chrono final à Nice, Couillol et la Bonnette. Et voilà, quoi. La Bonnette, c'est jeudi, je crois. Je pense vraiment que Pogacar a intérêt et Vingegaard ont intérêt à pas se partager les dernières étapes de montagne, parce que ça va être là, pour le coup, il y a vraiment un truc où, d'un moment, les gens vont arrêter de regarder le Tour de France. Surtout qu'en fait, sans même parler du Tour de France, c'est que ça va saouler les gens. Parce que saouler les gens, les équipes. Donc l'étape 18, donc on a Gap Barcelonnais là, qui peut être aussi assez pas mal aussi pour les échapper. Mais s'ils veulent gagner, ils gagneront tout en fait. Et c'est vraiment un sentiment qui est gênant. Et j'en ai parlé avec Guillaume Martin encore après l'étape du Lorient, qui me disait, ah non, il l'a dit en interview, il a dit un truc du genre, en vrai, l'impression que même s'ils nous avaient laissé 8 minutes d'avance, au moment où ils auraient attaqué, ils nous auraient rattrapé, quoi. C'est un peu le cas, hein, parce que par exemple, on l'a interviewé, Guillaume à l'arrivée au sommet, qui nous dit moi je suis arrivé en bas de l'étape, j'ai roulé comme un porc toute la journée en échappée, j'arrive au pied du plateau de Bay, je suis déjà cuit, quoi. Donc oui, ils auraient pu s'y mettre 4 minutes à Pantani, je pense qu'il faut reprendre 8 minutes à Guillaume Martin cuit au pied du col, hein. Ouais, mais parler de non mais c'est je sais pas. En tout cas, en passant de voir quand même la suite de ce Tour de France, parce que je pense sincèrement qu'il va y avoir en 3e semaine une grosse marge de manœuvre pour les échappés, et qu'on va avoir beaucoup de belles surprises et de belles victoires d'étape. Et je suis impatient de voir ça. J'en ai un peu marre de voir Pogacar et Vingegaard là, ça. J'adore les coureurs, c'est ouf le spectacle qu'ils nous offrent et tout ça. Mais je préférais voir les autres.
Et toi, c'est quoi les étapes qui te hype un peu sur ce Tour de France, Grégoire, là, qui va rester la semaine prochaine? Je te rappelle de ce qu'il y a, hein. On va avoir un sprint à Gruy-en-Nîmes là demain. Ensuite, on repart sur une étape de montagne avec Saint-Paul-Trois-Châteaux super dévolu avec le col du Noyer à escalader, un col de première catégorie. Ensuite, on est sur Gap-Barcelonnette, une étape plutôt pour les sprinteurs. Et après, un week-end très compliqué à Nice. Avec Embrun, Isola 2000, puis après on termine. Oui, Gap-Barcelonnette, c'est pour les baroudeurs, pour les échappés. En vrai, pour moi, demain, Gruy-en-Nîmes, j'espère qu'il va y avoir des bordures. Oui, beaucoup de vent dans la région, on y est, attention. Ouais. On sait comment c'est, hein, les routes du Gard quand t'arrives vers Nîmes et tout ça, c'est toujours hyper exposé au vent pour faire des petits trails et tout. Quand tu vas tout seul, tu peux rapidement te faire avoir. Après, Saint-Paul-Trois-Châteaux, super dévolu, Gap-Barcelonnette, pour moi, c'est les échappés. Embrun, Isola, ça va être Pogacar, parce que c'est le meilleur. Et Nice, col de la Couilleule, Pogacar. Nice, col de la Couilleule, j'aimerais bien voir les échappés parce que le lendemain il y a le chrono et j'espère que les favoris vont pas prendre et le chrono et l'étape là. Si Pogacar a 5 minutes d'avance sur le col de la Couilleule, la dernière étape, Vingegaard va faire rouler pour les gagner l'étape, Grégoire. Bah si, c'est évident. J'en sais rien, mais même sur les contre-la-montre, en fait, on parle du contre-la-montre Monaco-Nice. Maintenant, les spécialistes du contre-la-montre sont battus par les grimpeurs, quoi, par les leaders du classement général. Oui, c'est ça. Donc, en vrai, sur. Il n'y a plus de place pour personne à part les leaders. C'est ça. Pogacar et Vingegaard, en vrai. Et Remco sur les chronos. Et Remco sur les chronos, mais Remco, moi, Remco, comme ce qu'il allait dire, c'est plus crédible, mais c'est pas ça le mot, c'est plus. Remco, il va pas gagner en montagne, quoi. C'est un spécialiste du contre-la-montre. Pour moi, à la base, c'est un classic man. Ouais, c'est un rouleur, il aime bien les cols roulants, longs, roulants. Et dans le sens où Remco, en fait, il a fait des tests où dans le foot, Anderlecht, tout ça, c'était juste insane, ces chiffres, tu vois. Et genre, Remco, quand il était jeune, c'est aussi des. Et je pense que Vingegaard et Pogacar, mine de rien, c'est pareil, c'est des gars qui ont des conditions physiques au-dessus de la norme. À 17 ans, Remco, il te fait un match de foot le samedi soir et le lendemain, il fait un marathon pour récupérer et il termine au milieu des Kenyans. Et Vingegaard, c'est quand même, on parle d'un gars. C'est pour ça aussi qu'en vrai, on peut rien dire. Genre, ils sont vraiment au-dessus du lot. On compare à des Pantani et tout ça. Ça se trouve, c'est pas des tricheurs du tout. Mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font. Voilà, ça sort de la norme, ça sort de l'ordinaire. Et voilà. Et Vingegaard, je crois, il me semble qu'il a une VO2 max au-dessus de 100. C'est l'un des rares êtres humains à avoir ça, quoi. Donc, enfin voilà, quoi. Au-dessus de 100 ? Pas au-dessus de 100, 97. Bah. Ce qui reste quand même insane. Ouais, faut vous dire que aux alentours de 80 de VO2 max, t'as les conditions pour gagner un grand tour. Alors 97, c'est juste insane. Au niveau des maillots distinctifs de ce Tour de France, Binyam Girmay va gagner le maillot vert. Je vois pas comment il peut perdre ce maillot vert. Il est à 363 points, Philipsen en a 277 et Abrahamsen 147. Surtout qu'il a prouvé hier, Binyam Girmay, que lui, il était capable de tenir la route pour aller prendre les points sur les étapes de montagne. Donc, ce qu'il a fait dans les Pyrénées. Ça gagne, tu vois. Ouais. Maillot à poids, Pogacar meilleur grimpeur, 77 points devant Vingegaard, 58 points et Evenepoel 42 points. On retrouve le classement général ici. En fait, c'est juste que vu que les favoris gagnent toutes les étapes de montagne, il n'y a plus la place pour personne. Ouais, maillot à poids aussi, ouais, dommage. Il devrait faire un maillot, une espèce de classement des maillots des sprints ou pour les échapper, tu vois. Comme tu sais, il y a des points de la Fuga, comme sur le Giro, ça pourrait être pas trop mal parce que c'est vrai que. Je sais pas, mais qu'il y a au moins un truc pour les autres, quoi. Ouais, au moins classement next pour les autres. Maillot blanc, Evenepoel qui a 6 minutes devant Carlos Rodriguez et 11 minutes devant Buitrago. Et voilà pour les classements généraux. Je sais pas, Grégoire, nous, la semaine pro, on continue de vous faire vivre le tour sur LTDG Sport avec Decathlon. Donc venez nous suivre, vous abonner, tout ça, voir nos petites vidéos. Sur YouTube, on vous sort tous les jours une petite vidéo, un petit vlog de la journée. Franchement, c'est des contenus qu'on pousse et qu'on se régale à faire. Donc venez, c'est vraiment que du kiff. Là, pendant le podcast, c'est compliqué même de vous raconter tous les détails de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a vécu sur le Tour de France. Parce qu'en vrai, on a parlé beaucoup du sportif aussi là, mais même d'un point de vue public et tout ça, on vit vraiment des moments de ouf qu'on essaye de vous faire, de vous transmettre à travers ce podcast. Mais là où on le voit les mieux, je pense vraiment que c'est sur le YouTube, quoi, des vidéos de entre 5 et 10 minutes tous les jours pour vous raconter un peu la journée du jour d'avant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Et avant de conclure ce podcast, Grégoire, je propose qu'on fasse rapidement un tour pour le cyclisme féminin avec l'actu full gaz avec un E. Cette semaine, il y avait le Giro Donne, donc le Giro féminin. Et c'est Elisa Longo-Borghini, l'italienne de la Lidl Trek, qui s'est imposée. 21 secondes devant Lotto Kopecky de la SD Works et 1 minute 16 derrière. 1 minute 7 de Elisa Longo-Borghini. Troisième, c'est Neve Bradbury pour la Canyon SRAM. Elisa Longo-Borghini a porté le maillot rose tous les jours. Et donc félicitations à elle qui va gagner son Tour national pour la première fois de sa carrière, c'est mérité. Et au niveau des classements annexes, ça a donné quoi, Grégoire ? On a Lotte Kopecky qui remporte le classement par points de meilleure sprinteuse. La meilleure grimpeuse, c'est Justine Guéquiré. Et meilleure jeune, du coup, Neve Bradbury qui fait quand même podium avec son jeune âge sur le Giro.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Nous, on repart sur le tour déjà dès demain et on se retrouve lundi prochain pour débriefer le Tour de France au complet. J'espère que vous kiffez toujours autant ces petits podcasts. N'hésitez pas à nous faire des retours comme d'habitude sur nos comptes Instagram ou sur le compte Instagram de Dans la tête d'un cycliste. Et je vous dis une bonne semaine à tous et profitez de la dernière semaine du Tour de France et on espère qu'il y aura des victoires pour les échappés et pour les Français. Allez, ciao.